Nous, on va monter maintenant en hauteur dans ce conducteur avec, bien sûr, notre consultante de soft skills, Miss Lola. C'est Lola? Oui. Hi, Lola. Hi, Marco. How are you? Fine, what about you? I'm doing very well. Okay, let's go today. On peut revenir dans notre nation assez francophone, voilà, pour partager qu'on est parti vers l'école. avec tout le monde, le plus grand public. Bon, en version baoulée, Laura, allez-y. Ah, là, c'est compliqué. Ah non, c'est pas normal. Ça, Parce non, que non. mon Nguessa n'est pas baoulé. Ah bon? Non, non, du tout. C'est où? À l'Adjan. Ah d'accord. Voilà, mais ne me demandez Et même comment on pas dit de... bonjour Voilà, en justement, n'allons pas là-bas non plus. Mais ça aussi, c'est du soft skills. C'est du soft skills en version Aladian. Allez, Exactement. aujourd'hui, nous allons parler de choses et d'autres, comme toujours Oui. avec vous. On va parler d'entreprendre, mais pas seulement. Là, on passe à un autre niveau. On doit entreprendre pour réussir. Exactement. Entreprendre, mais surtout entreprendre pour réussir. Parce que trop souvent, on se dit, les procédures pour créer son entreprise ont été allégées, simplifiées dans notre pays. Donc, ça y est, je me lance, j'y vais en 48 heures, j'ai mon registre de commerce, etc. Je peux commencer à travailler, créer mon entreprise, etc. Et très souvent, ce qui se passe, les gens se disent que d'avoir, on va dire, une boutique, un magasin, des bureaux, ça veut dire entreprendre. Embaucher, recruter, avoir des personnes tous les jours qui s'asseyent dans le local, ça veut dire entreprendre. Pas du tout. Entreprendre pour réussir, alors tout va dépendre de ce que l'individu va appeler réussite. Et ça va varier d'une personne à une autre, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ensemble, on peut s'accorder sur ce que n'est pas la réussite. Ce que n'est pas la réussite, c'est fermer son entreprise après, par exemple, 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Ce qui n'est pas réussir, c'est par exemple ne pas pouvoir vivre de cette entreprise, c'est-à-dire galérer et être obligé de demander de l'argent à gauche, à droite pour pouvoir vivre, manger, s'occuper de sa famille. Ça, ce n'est pas la réussite. On est d'accord avec cela. Et au-delà de ça, également, ce qui n'est pas la réussite, c'est de stagner. Donc, tout le monde, en créant son entreprise, a justement cette envie de grandir, de progresser, de développer ses revenus. Donc, au moins, on peut s'accorder sur ça. Après, on peut choisir de rester sur une niche, donc c'est-à-dire sur un petit secteur, et puis avoir sa petite entreprise. C'est son choix, c'est le choix de l'individu. Il n'y a pas de souci. Mais il faut véritablement se lancer dans l'entrepreneuriat pour grandir, pour développer des revenus, pourquoi pas créer de l'emploi, etc. Être une véritable valeur ajoutée pour soi-même, pour sa famille, pour son pays, etc. Donc déjà, on est d'accord sur ce volet-là. Comment est-ce que ça va se faire? J'aimerais donner 3 grandes phases. La première des phases, ça va véritablement être la question, et du moins la réponse au pourquoi. Pourquoi je veux entreprendre? Pourquoi je veux entreprendre? J'insiste encore dessus. Pourquoi je me lance? Parce que le pourquoi va déterminer la résistance. Le pourquoi va amener l'individu à pouvoir se lever même quand c'est dur. Le pourquoi va amener l'individu également à résister, on va dire, aux difficultés, à la concurrence, aux aléas de l'économie, au départ de certains employés stratégiques, etc. Le pourquoi, c'est ce qui t'amène à te lever à 4 heures du matin et affronter les challenges de ton activité. Le pourquoi. Donc, pour réussir, déjà, il faut avoir un pourquoi suffisamment solide qui va résister aux intempéries de l'entrepreneuriat. Donc, une personne qui se lance et qui ne s'est jamais posé la question du pourquoi, aujourd'hui, je t'invite à le faire. Il faut pouvoir répondre de manière explicite à ce pourquoi. Si on te croise dans la ville, tu dis « je veux entreprendre » et on te demande pourquoi tu veux entreprendre, il faut que tu aies une réponse. Et il faut surtout que ce soit une vision qui ne tienne pas dans ta poche. Donc, tout ce que tu peux faire aujourd'hui, dont tu as les ressources, les moyens, on va dire, tous les éléments sont rassemblés pour que tu puisses réaliser cette réponse-là, ce n'est pas un bon pourquoi. Le pourquoi n'est pas assez solide. Le pourquoi ne doit pas tenir dans ta main. Le pourquoi doit être quelque chose que tu n'as pas encore fait, que tu n'as jamais fait, que les gens n'ont jamais vu. Ton pourquoi, c'est par exemple au moment où le moteur de recherche Google a été créé, par exemple, on va dire les personnes derrière le projet se disaient, nous, on veut créer un moteur de recherche qui va permettre d'accéder à l'information mondiale en un clic. C'était ce qu'ils voulaient. Quand vous tapez sur un mot lambda sur Google, vous avez des milliards de réponses. Vous avez, c'est-à-dire que plus personne ne doute de la capacité à ce moteur de recherche de te fournir l'information, de nous fournir l'information. Ils y sont parvenus.
Ils y sont parvenus. Au moment où ils lançaient, ils n'avaient certainement pas développé tous les aspects pour pouvoir accéder à l'information mondiale. Mais c'est ce qui a permis à tous les développeurs, à toutes les personnes qui ont travaillé dans la machine de se lever le matin et de se motiver parce que c'était un challenge. Commencez avec votre pourquoi, commencez avec un challenge que vous vous lancez et développez votre projet d'entreprise. La deuxième question qu'il faut absolument se poser, c'est vraiment le comment. Le comment. Le comment, c'est quoi? C'est la stratégie intégrale de votre projet d'entreprise. Donc, ça va déjà commencer par votre expertise. Donc, comment je réalise le pourquoi? Comment je réussis à atteindre cette vision? Et c'est là qu'on va souvent demander à l'individu de développer son business plan. Donc moi, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans la polémique parce qu'il y a deux courants. Il y a des gens qui te disent on peut entreprendre son business plan. Il y a des personnes qui vous disent que vous ne pouvez pas entreprendre sans avoir un business plan. Quel que soit le bord, le camp, business plan ou pas business plan, allez, vous devez... mouillez-vous, Laura, c'est trop facile. Vous êtes de quel côté? En tout cas, pour une personne qui a envie de développer son activité au-delà de son pays, au niveau international, qui veut faire des levées de fonds, etc., vous avez besoin d'un business plan. Après, si vous voulez faire une petite activité perdue dans un petit village, c'est clair que le business plan n'est pas utile et nécessaire. Pourquoi? On décèle là votre partie. Hein. Non, voilà, exactement. On m'a demandé de choisir mon camp. Pourquoi dans un village, on n'a pas besoin de Alors, parce que généralement, le business plan, il est obligatoire lorsqu'on cherche des investisseurs. Il y a des paysans malaisiens avec une coopérative qui ont réussi à avoir une banque et un hélicoptère. Oui, non, mais totalement. Donc, ça a commencé dans un village? Ça peut commencer dans un village, mais si votre objectif n'est pas forcément de sortir du village, vous n'êtes pas obligé de... Est-ce que l'objectif ne peut pas augmenter au fur et à mesure? Oui, au fur et à mesure, totalement. Donc, à un moment donné, lorsque vous avez envie de vous développer, même pas forcément à l'international, mais justement attirer des investisseurs, là, vous avez obligation de faire un business plan. En fait, ce que j'essayais d'expliquer, c'est que le business plan est obligatoire à un moment donné. Et là, c'est plus une question de courant de pensée, c'est une question d'obligation pour être conforme aux exigences des banques. Vision évolutive. Exactement, des banques, des investisseurs, etc. Vous ne pourrez pas, par exemple, participer à des compétitions nationales, internationales sans avoir un business plan. Donc, quand on dit vous n'avez pas besoin d'un business plan pour commencer, c'est vrai dans un certain cas, mais après, si vous voulez avoir accès à certains financements, vous êtes obligé d'avoir un business plan. Donc, je veux vendre mon garba choco dans mon quartier, j'ai mes petits sous, j'ai besoin de personne, je vais demander de l'argent à personne, je n'ai pas besoin d'investisseurs. Même mon tonton, même, je ne vais pas lui poser de questions, je ne vais pas lui demander d'argent, je n'ai pas forcément besoin de faire le business plan tant que la stratégie est mise en place. Parce que c'est justement ce que je veux dire. Dans le deuxième point, au niveau stratégie, ce qu'on fait au niveau de la stratégie, le comment, c'est réellement ce qu'on va mettre dans son business plan. C'est toutes les stratégies, tout ce qu'on va mettre en place pour pouvoir atteindre cette vision. Et donc, au niveau de ce comment, nous avons déjà comment je vais le faire. Donc, déjà, quelles sont mes compétences? Quelle est mon expertise? Donc, très souvent, les gens se lancent dans des secteurs dont ils n'ont aucune compétence, aucune expertise. Ou bien par mimétisme. Exactement. Et ils vont dépendre à 100%, on va dire même à 2000% sur des personnes, on va dire, qu'ils ne peuvent contrôler, maîtriser, etc. Et ils s'étonnent qu'en cours de route, bah, telle personne m'a lâché, telle personne m'a lâché, je n'avais pas l'expertise moi-même. Donc, il faut mettre en place un modèle qui nécessite, qui nécessite des compétences extérieures, mais également soi-même, on doit avoir une certaine, on va dire, valeur ajoutée pour le business. Parce que, je me permets de vous arrêter, oui, bien sûr. Alix a ouvert son restaurant, elle a Ruby-sur-Onge, Pignon-sur-Rue, et forcément, puisque Alix l'a fait, Marco veut faire aussi, ou bien X veut faire. C'est-à-dire le mimétisme, c'est l'une des plaies de l'entrepreneuriat. Exactement. Et le mimétisme, c'est quoi? C'est juste copier ce que le voisin fait en se disant que le voisin... Ça marche bien. Voilà, ça marche. Donc, et c'est forcément une opportunité à saisir tout de suite, se lancer. Mais ce qui fait que Alix a lancé son business et que ça marche, c'est que peut-être Alix est vraiment une cuisinière extraordinaire. Elle a pensé le truc depuis longtemps. Voilà, elle a un petit assaisonnement qui fait que son poisson, on viendra l'acheter du pôle Nord, je dis ça comme ça, mais je veux dire, il faut vraiment avoir une particularité, se positionner sur un créneau qui va vous distinguer on va dire, de la masse
masse et du marché, de ce qui se fait, dans la zone où vous êtes. Donc, il faut vraiment s'assurer que j'ai une certaine valeur ajoutée, il y a une certaine expertise, il y a une certaine compétence. J'apporte quelque chose de nouveau. Totalement, j'apporte quelque chose de nouveau. Et il faut pouvoir clairement expliquer son activité. Donc, comme je dis, le comment, déjà, on va commencer avec les compétences et l'expertise. Ensuite, on va détailler l'activité en elle-même. Parce que très souvent, par exemple, Alix va se dire, je veux vendre, je ne sais pas, du garba à choco. Et puis, elle va dire, je vends du garba à choco, mais elle se dit, bon, je vends. C'est qu'est-ce que je vends? Je vends pour vendre. Voilà, je vends. J'ai pas à checker, je vends. Mais la personne ne s'est pas assise et détailler ses activités. Non, il faut comprendre que, par exemple, dans une activité comme, de restauration, comme, par exemple, garba choco, on va commencer au départ avec quoi? Avec l'achat de la matière première. La matière première, ça veut dire quoi? Il faut identifier les fournisseurs. Il ne faut pas juste dire, je vends. Je vais payer la checker chez la dame qui est assise juste à côté, qui a un checker qui est hors de prix, plutôt que d'aller l'acheter chez des grossistes et minimiser mes coûts en faisant on va dire ce plan en action. Donc déjà, il faut penser à l'achat de la matière première, les intrants du business. Ensuite, vous allez devoir passer à la phase de production, donc dans la restauration, c'est-à-dire préparer. Donc préparer, il faut se demander, je prépare quoi, quand, comment est-ce que je produis le meilleur garba choco de toute la capitale ivoirienne. Après, il faut chercher à vendre. Donc, on ne commence pas à dire, je vends garba choco. Non, j'achète des produits, une matière première fiable, de qualité, à bon prix. Je transforme cela en m'assurant que le client sera satisfait derrière. Et puis après, je cherche à vendre, à distribuer le produit. Et bien sûr, un aspect que les gens oublient souvent, c'est la gestion du stock. Combien j'achète pour d'achèques que je vais stocker, ou bien j'achète quotidiennement, comment est-ce que je mets cela en place? Donc, vous devez lister vos grandes activités. Et à chaque grande catégorie d'activités, vous allez lister également des sous-activités. Et c'est à partir de cet élément-là que vous allez réussir à déterminer vos besoins, on va dire en ressources humaines, en ressources matérielles et en ressources financières. Ce n'est pas dans l'autre sens. Il faut pouvoir avoir d'abord une vision, voir quelles sont vos compétences, définir vos activités, ensuite vos sous-activités et pour chaque sous-activité, définir en ressources matérielles, j'ai besoin de quoi? À la partie de la production, si je fais du garba choco, il me faut une grosse poêle, il me faut ceci, il me faut cela. Donc, on sait ce qu'il faut acquérir. Après, il faut se demander également en ressources humaines, est-ce que je peux faire toute la chaîne de production ou est-ce que je dois me faire aider? Donc, beaucoup de personnes commencent une activité en disant, je vais avoir 2 assistantes, je vais avoir 3 chauffeurs, je vais avoir 5 comptables, etc. Non, c'est le détail que vous allez réaliser sur vos activités qui va définir les ressources humaines nécessaires et également les besoins financiers. Lorsque vous avez défini vos activités, vous passez maintenant à la phase de commercialisation. La commercialisation, c'est je vends à qui? Je vends à qui, c'est surtout se demander qui sont vos clients. Qui sont vos clients, comment est-ce qu'ils se comportent, à quel moment ils achètent ce plat, etc. Donc, il y a toute cette stratégie à vraiment mettre en place pour penser une entreprise qui va réussir. En tout cas, c'est méthodique. Hein? C'est méthodique, c'est méthodique. C'est méthodique et c'est vraiment les grandes lignes à ne pas oublier et terminer toujours par un niveau de gestion financière impeccable. Ne pas confondre, on va dire, les finances de l'entreprise et les finances personnelles. C'est très facile de le faire lorsqu'on est entrepreneur individuel. On a créé soi-même son entreprise. On travaille, on va dire, seul. Donc, l'argent qui rentre automatiquement dans la poche de l'individu, il dépense l'argent, il prend l'argent, il se dit qu'il va remettre cet argent-là en place tout de suite, mais non, ça crée des problèmes. Il faut arriver à faire dissocier du moins ces 2 revenus-là, ce qui m'appartient, ce qui appartient à l'entreprise, pour ne pas se retrouver avec des problèmes de trésorerie à un moment donné. C'est l'image de la femme qui vend de la loco et qui reprend l'argent dans la caisse pour aller faire une course, alors qu'il faut dissocier. Il faut dissocier, il faut avoir cette rigueur-là. Il faut pouvoir se dire que j'ai mis l'argent, j'ai mis tel montant dans l'entreprise, voilà ce que ça me rapporte aujourd'hui, voilà combien je me paie. Et pour pouvoir faire ça, il faut clairement se définir un salaire. Ne pas utiliser ce qui va arriver, tout ce qui va rentrer, la recette, parce que la recette n'est pas un bénéfice. Vous avez vendu cet aloco, ce garba, etc. Vous avez fait une recette quotidienne de, je ne sais pas, 40 000 francs. Ces 40 000 francs, ce n'est pas votre revenu. Parce que c'est pour ça que je dis à chaque fois, il faut penser à l'après, donc la gestion du stock. Il faut pouvoir réacheter
votre matière première de départ, la chicken, le poisson, l'huile, etc. Donc, il faut pouvoir dissocier cela. Donc, pour un entrepreneur, c'est capital de penser à sa formation. C'est vrai, on peut commencer au départ petit, mais il faut voir grand, mais surtout investir sur soi, se former et s'assurer qu'on met tout en œuvre pour pouvoir, on va dire, combler ses lacunes. Absolument, c'est très, très, très important. Alors, je rappelle, mesdames et messieurs, que vous pouvez nous envoyer des questions. Le coach aura encore quelques minutes à nous consacrer et surtout à répondre à entreprendre, mais surtout réussir. Pourquoi j'entreprends? Comment j'entreprends? Qu'est-ce que je mets dedans? Et puis, dans le comment, c'est la résistance. C'est le comment que vous décidez, le pourquoi qui conditionne votre résistance. C'est grâce au pourquoi, demain, quand il y aura des tempêtes, entre guillemets, vous saurez vraiment naviguer et résister et être vraiment en eau profonde sans difficulté, n'est-ce pas? Exactement. Alors, coach, ça ressemblerait à quoi un entrepreneur qui a réussi? Tout le parcours, hein, depuis Tout le parcours, ça commence avec une personne qui a plein de rêves, qui à un moment donné se dit « j'ai fait la mauvaise décision de me lancer, j'ai envie de tout arrêter », mais qui résiste et qui est toujours prêt à repenser le projet, qui accepte la critique et qui met le client au devant. Donc le client, c'est la raison d'être de l'entrepreneur, celui qui va acheter le service ou le produit, ça va véritablement être la raison d'être et la motivation. Qu'est-ce qu'on n'apprend pas à l'école? Qu'est-ce qu'on n'apprend pas dans le coaching? Qu'est-ce qu'on n'apprend pas mais qui est déterminant dans l'entreprise? Il y a quelque chose, parce que tout ce que vous dites là, il y en a qui mettent ça à bon escient, qui l'utilisent, mais qui n'y arrivent pas du tout, qui pataugent encore. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait? Il doit y avoir ce supplément d'âme, ce petit truc, je ne sais quoi, qui peut... Des prédispositions peut-être aussi. Alors, c'est clair qu'il y a une ADN pour les entrepreneurs. C'est ce qu'on a vu la dernière fois en parlant des prédispositions pour entreprendre. Une personne qui n'a pas peur du risque, qui n'a pas peur de l'échec, une personne qui est déterminée, une personne qui est curieuse, etc. Donc ça, ce sont les prédispositions. Mais comme dit Marco, il y a de fortes chances que l'individu, lorsqu'il va se lancer, il va mettre tout en place, il va se faire coacher, il va avoir les bons réflexes, il va avoir la bonne organisation, le pourquoi, le comment, sa stratégie, une bonne gestion, etc. Mais il n'y arrive pas. Très souvent, il faut se poser la question, est-ce que le produit ou le service proposé est le bon? Donc, il faut toujours se demander le bon produit au bon moment. Quand on prend par exemple le e-commerce en Côte d'Ivoire, il aurait été créé il y a 15 ans, 20 ans, l'individu aurait pu faire tout ce qu'il voulait pour lancer son service en ligne de vente, je ne sais pas, de chaussures, ça n'aurait pas marché. Parce qu'il faut également prendre en fait la maturité de son marché. Il faut prendre cette maturité du marché, il faut pouvoir identifier un besoin qui n'a pas été adressé ou un besoin qui a été mal adressé. Donc tout ça va être déterminant. Il peut avoir toutes les étapes cochées, mais en réalité derrière, déjà le produit était bancal, le service était bancal, ne répondait pas véritablement à un besoin et il n'y avait en face pas véritablement de demande. Donc quand il n'y a pas de demande, lorsque la taille du marché est petite, c'est vraiment difficile de pouvoir percer et réussir. Vous avez parlé de quelque chose de très important, la taille du marché. Est-ce à dire qu'entreprendre doit forcément rimer avec innovation, quelque chose d'inédit? Alors, de préférence, oui. C'est-à-dire que pour pouvoir, on va dire, dominer la concurrence, il faut s'assurer de venir avec une proposition qui ajoute de la valeur pour le client. C'est-à-dire que pas forcément l'innovation révolutionnaire qui va dire vous allez apprendre à marcher avec la tête. Non, pas forcément juste ça. Un peu plus de rigueur. Exactement. Il faut pousser la réflexion un peu plus loin que ce que les concurrents actuels font. Parce qu'il faut que l'individu, lorsqu'il voit votre service, il dit « Ah, tiens, c'est vrai, j'utilisais ce produit-là, mais je découvre qu'aujourd'hui, je peux l'utiliser un peu plus ou différemment et apporter peut-être un peu plus de bien-être à mon quotidien. » Je prends un exemple concret dans le restaurant d'Alix, puisque c'est notre restaurant, c'est notre affaire récurrente par rapport à ce thème. Je sais préparer, c'est bien. Je prépare bien, c'est doux, tout ça, c'est comestible. La concurrence à côté prépare aussi bien. Mais la concurrence livre. OK, vous venez, moi je vais livrer, et non seulement je vais livrer, et je vais proposer un emploi du temps de menu. Voilà, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Exactement. C'est-à-dire que la livraison va être un service qui va permettre à toutes ces personnes qui ne peuvent pas se déplacer de pouvoir consommer vos produits, on va dire, à distance. Ou encore, ça peut être les heures d'ouverture.
Ça peut être les heures d'ouverture. Peut-être le magasin, le restaurant d'à côté ouvre à partir de 11h mais ferme à 20h30 et vous vous dites on est ouvert jusqu'à minuit. Donc là, vous cherchez à toucher on va dire une cible de travailleurs qui travaillent et qui rentrent tardivement à la maison. Peut-être le jeune célibataire qui n'a personne à la maison pour lui faire à manger et qui, au passage, en rentrant, va s'arrêter et acheter à manger chez vous. Donc, il faut toujours chercher à répondre à un besoin ou à mieux servir une clientèle qui est on va dire, pas pris en compte. Voilà, donc généralement, c'est cela. C'est très important. De tout compte fait, il faut bien observer. Il ne faut pas se lancer pour se lancer. C'est pour ça qu'on dit entreprendre pour réussir. Pour réussir. Parce que le but, c'est de réussir. Et le passage de la fidélisation des clients, c'est très important également. Oui, totalement. Et ça, c'est souvent un aspect, merci beaucoup Alix, qui est très souvent oublié. C'est-à-dire que le client est roi. Le client doit être au centre de toutes les décisions, de toutes les actions, de toutes les pensées, la réflexion de l'entrepreneur. Le client. Moi, j'aime bien parler de la passion du client. Un client insatisfait, ce n'est pas juste une personne, mais c'est également des références qu'on perd automatiquement. C'est-à-dire que cette personne-là ne dira jamais aller manger chez Alix. Quand on sait la puissance du bouche à oreille. Exactement. Et surtout dans un monde connecté où la moindre erreur faite dans la vie réelle est sanctionnée dans le virtuel, vous êtes capable de vous retrouver avec une armée de personnes qui combattent votre activité. Donc, il faut vous assurer que le client est chouchouté, qu'on prend en compte les feedbacks du client, qu'on s'assure que le client va revenir avec plaisir vers votre produit ou votre service. Dit comme ça, on a l'impression que c'est la dictature du client. Mais non, le client, il a beau être exigeant, tout ça, mais le client comprend, c'est le client, c'est vrai, c'est le client est roi, mais le roi respecte ses sujets aussi. Le client va savoir, même quand vous faites des efforts, même quand il n'est pas totalement satisfait, le fait que vous avez fait des efforts, de la manière. Exactement. Voilà. Le service après-vente. Le service après-vente. Après, pendant vente même. Pendant et après-vente. Mais c'est également, par exemple, lorsque vous allez dans un restaurant et que, par exemple, en cuisine, on s'est trompé sur le plat a été servi. Lorsqu'on signale au serveur, bon, c'est pas ce que j'ai commandé, hein, changez-moi ce plat. Il ne faudrait pas que le serveur dise c'est sorti, tu manges, moi je ne peux rien faire, on ne peut pas retourner. Parce que l'idée c'est quoi? C'est de se dire que le client va payer pour un service, il va payer pour un produit. Il faut qu'à la fin de la journée, ce qui va sortir de sa poche en termes de paiement soit en fait véritablement à la hauteur de ce qu'il a payé, ce qu'il a acheté, ce qu'il a recherché. Il ne faut pas dire au client ce que tu as payé, il faut partir. Ce n'est pas ce qu'il a voulu. Il faut toujours essayer de comprendre le besoin du client et se dire ok, je comprends, ou même des fois faire des promotions ou se dire c'est pas ce que je fais d'habitude, mais juste pour fidéliser. Juste pour fidéliser, je vais accepter de le faire comme ça aujourd'hui, mais sachez que dorénavant ou la prochaine fois, on ne le fera pas comme ça. C'est vrai. On peut se tromper, hein, mais des excuses bien formulées et peut-être un petit cadeau, ça réussit à faire oublier l'incident. La fidélisation du client est déterminante. Et souvent, on l'oublie. On se dit, on se bat en cuisine, on se bat à acheter le meilleur à checker, on se bat à ouvrir tôt, on se bat à faire